Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal de Canal 32. Nous sommes vendredi 1er février. On commencera à Nogent-sur-Seine avec l'inauguration d'une nouvelle machine au port de l'Aube. Elle sert à lever et déplacer des conteneurs, un engin qui peut aider à faire décoller le transport fluvial au bois. Les footballeurs troyens se déplacent à Lille ce week-end. Délestés 2-3 joueurs et sans nouvelles recrues, finalement, l'Estac va devoir se battre pour l'emporter face à des Lillois frustrés après 3 matchs sans victoire. Et enfin, du street art, Grégory Pereira expose à la Rivière de Corps, 700 mètres carrés d'exposition avec des graphes sur toile et des installations. Rencontre avec cet artiste et ses proches en fin de journal. Et pour être un port commercial digne de ce nom, c'est bien de pouvoir charger et décharger des conteneurs pleins de marchandises. C'est finalement possible depuis 2 semaines au port de l'Aube, à Nogent-sur-Seine, grâce à un engin fait pour ça, un Reach Stacker. Cette machine vaut un peu plus de 730 000 €. Elle était très attendue pour faire décoller le transport fluvial sur la Seine, qui a peiné un peu en 2012. Le port de l'Aube a été déclaré port européen il y a plus d'1 an maintenant. Les barges qui passent par là vont souvent jusqu'au Havre. En tout cas, les élus locaux se retrouvaient cet après-midi pour inaugurer ce fameux outil. Écoutez Gérard Ancelin, le maire de Nogent-sur-Seine, et Emmanuelle Blanchet, présidente de l'Union nogentaise de manutention. Ils répondent à Adeline Bantuel. Aujourd'hui, on franchit une étape supplémentaire importante dans le fonctionnement du port. Cet équipement était essentiel dans la vie du port et notamment pour le démarrage du trafic conteneur. L'avantage, c'est surtout un avantage de prix, de tarif. Ça permet de massifier, de regrouper des marchandises dans une zone proche des zones de fabrication, de production, de transformation. Et donc d'avoir un coût d'expédition moins important que si la marchandise est obligée d'aller à Anvers, par exemple, ou au Havre directement, mais par la route, où les coûts sont plus importants. Les grands ports fluviaux, c'est Rouen, c'est Metz, c'est Lyon. Effectivement, je pense que Nogent va faire sa place et va compter parmi les ports fluviaux de France. Il a été présenté ce matin le nouveau conservateur des musées de Troyes, Éric Blanchegorge, 46 ans. Après 16 ans à Compiègne et un peu plus de 3 ans à la direction régionale des affaires culturelles à Châlons en Champagne, il supervisera maintenant une 50aine de personnes, dont les 2 conservateurs déjà installés à Troyes, Olivier Lebillon et Chantal Rouquet. Éric Blanchegorge sera chargé du projet du futur musée de la Maille notamment. Et de manière générale, il espère rendre les musées troyens plus attractifs. Écoutez-le, il est au micro de Damien Ardois. Mon travail au quotidien sera de veiller à la bonne marche de l'ensemble des musées, de gérer personnel, budget, programme, d'une part, et d'autre part, de travailler à ce projet de rénovation globale des musées de la ville de Troyes, qui passe par la création de ce centre My Mode Mark sur le site Bérac. C'est un outil de développement que ce patrimoine pour la ville de Troyes, et j'espère que je vais pouvoir, avec l'ensemble de l'équipe, aider à ce que ces musées soient plus fréquentés, plus connus, et soient l'un des éléments forts du patrimoine de la ville. Une image maintenant, une image impressionnante. Ça y est, la tour rouge, la plus grande des tours Sarail à la chapelle Saint-Luc, a été réduite à néant hier après-midi. Après environ une semaine de grignotage, c'était la première étape marquante du chantier de rénovation urbaine du quartier. D'autres tours vont bientôt subir le même sort. Écoutez Benjamin Clerget, le chef de chantier, il est au micro d'Adeline Bantuel. Donc là, on vient de finir l'abattage sur la tour rouge, donc la tour 100. Et on attaque à partir de fin de semaine prochaine la tour verte, donc c'est la tour 92. D'une part, oui, on attaque donc l'évacuation. On va commencer pour mettre en place les gravats pour l'évacuation. Et sur la tour 92, donc la tour verte, on est en train d'enlever toutes les menuiseries, donc tout ce qui est fenêtres. Il faut prévoir à peu près 4 jours de démolition grande hauteur et encore après une semaine et demie d'évacuation, plus une semaine fondation. On passe au football à présent pour la 23e journée de Ligue 1. L'Estac joue à Lille ce samedi, un match qui ne va pas être facile car les Lillois ont besoin de points, eux aussi. En plus, avec 3 joueurs partis et aucune recrue pour l'Estac, la deuxième partie de saison s'annonce tendue. Mais les hommes de Jean-Marc Furlan veulent s'en sortir. Le reportage de David Mutel. Prince Onyangé ne sera donc pas sur la pelouse du grand stade de Lille samedi. De toute façon, il n'aurait pas été qualifié pour la rencontre de demain soir face au LOSC. Un revirement intervenu dans la soirée d'hier vers 20 h, ce qui laisse l'Estac sans renfort pour ce mercato d'hiver. Ce que souhaitait profondément le joueur et ses agents, c'était qu'il y ait une liberté de faire ce qu'ils veulent, alors qu'on avait un contrat de 2 ans, d'être libéré cet été si on n'était pas en Ligue 1.
Donc pour moi, au bout d'1 heure et demie de discussion, ça a été... c'est moi, moi les dirigeants et moi, dans le sens que vous voulez, on a décidé que ce n'était pas une condition qui était acceptable. C'est donc avec les mêmes joueurs moins Bettiol, Obadi et Psaume que l'Estac devra poursuivre cette seconde partie de saison. Il leur faudra pour cela faire beaucoup de progrès à l'extérieur puisque jusqu'à maintenant, les hommes de Jean-Marc Furlan n'ont ramassé que 2 points sur 30 possibles. Une nécessité donc pour se maintenir. On a besoin de faire quelque chose à l'extérieur. On n'est pas, contrairement à domicile, on n'est pas bon quoi. On n'est pas bon, on n'est pas efficace. C'est pas qu'on n'est pas bon, mais on n'est pas efficace, quoi. Donc on a besoin d'efficacité. L'Estac saura s'appuyer sur un Stéphane Darbion en pleine forme, mais auréolé du titre du plus beau but de la 22e journée. Le milieu de terrain troyen insiste sur l'obligation de créer une série. Depuis un certain temps, on faisait quand même des bonnes prestations. Contre Brest, on a réussi à basculer du bon côté en gagnant ce match. Et voilà, il va falloir, même si Lille était une très bonne équipe, il va falloir jouer notre jeu comme d'habitude, en essayant de s'améliorer à tous les matchs, toujours en essayant de progresser. En 13 confrontations face au LOSC dans le Nord, les Troyens ont déjà ramené 4 victoires. La dernière fois, c'était en 2006 et l'entraîneur troyen se nommait Jean-Marc Furlan. Et rappelons que pour ce match, les Bleus seront privés de l'emblématique Marcos et de Fabrice Nsakala. Et pour finir ce journal, 2 idées sorties. On commence par des fleurs. La salle des fêtes de Pont-Sainte-Marie s'est quasiment transformée en serre tropicale pour 3 jours. Le temps d'une exposition d'orchidées exotiques. L'occasion d'en apprendre plus sur ces fleurs et pourquoi pas d'en acheter. Écoutez Philippe Lemété, responsable de la décoration. Il répondait ce matin à Adeline Bantuel. On a donc 3 producteurs qui apportent leurs fleurs, qui sont des fleurs vraiment des plantes de collection et qui peuvent mettre donc à l'intérieur des décors. Et puis le club d'orchidophiles, l'association d'amateurs d'orchidées exotiques, chacun amène ses plus belles fleurs pour les mettre dans un des stands, dans un des décors. On a choisi de faire des décors avec des thèmes comme thème la lumière, et donc on a fait des stands avec un stand prévu pour la pleine lumière, les orchidées qui poussent vraiment en pleine lumière, un autre stand avec les orchidées qui poussent à mi-ombre, et puis un autre stand pour les orchidées qui poussent plutôt à l'ombre, de façon à ce que les gens puissent apprendre comment cultiver leurs plantes, quoi. Et cette exposition, c'est donc jusqu'à dimanche dans la salle des fêtes de Pont-Sainte-Marie, ouverte de 10h à 18h. Et dans un autre registre maintenant, la semaine prochaine, on peut aussi voir du street art dans l'agglomération, à la Rivière-de-Corps, pour être plus précise. Grégory Pereira a installé ses œuvres dans une ancienne usine, un local de 700 mètres carrés. Il partage volontiers son art, sa philosophie et ses sources d'inspiration. Rencontre avec cet artiste urbain signé Cyril Tavernet. En 1994, Grégory découvre à Paris l'univers du street art. Après une période de graffiti dit sauvage, à savoir sur les murs des villes, ce jeune de 29 ans décide de prendre ses bombes en main et de graffer sur des supports plus académiques comme des toiles de peinture, mais tout en gardant son esprit street. Le principe en fait du graffiti, c'est on s'exprime comme on le veut, sans code, sans couleur, sans caractère bien défini. La seule chose, c'est notre être qui parle en fait. Cette exposition est une première pour l'artiste, en tout 30 œuvres multicolores. Chacune retrace le parcours de la vie de Grégory, comme avec cette peinture qui parle d'amour, de sa relation avec sa femme. On peut considérer en fait que c'est comme un ciel en fait. Des ciels nuageux gris, des ciels nuageux blancs, des ciels bleu vraiment très clair, un ciel très foncé en fait. Et en fait, c'est des passages que j'ai pu passer avec ma femme en fait, parce que dans une vie amoureuse en fait, il y a des hauts et des bas. Mais ce qui est sûr, c'est que en fait, on a une solution en fait à tout problème, parce qu'en fait, déjà on dialogue, on ne s'arrête pas en fait à la couleur du ciel, donc à la couleur du moment vécu. Ses amis, sa femme sont donc son inspiration, mais pas seulement, ils sont aussi ses premiers fans. Je suis très fier de son travail et moi je ne connaissais pas justement cet art. J'ai découvert lorsqu'il a commencé par me donner des explications sur la nature, les motifs, l'émotion qui ressortait de tout ça. D'un point de vue artistique, je pense qu'il a un énorme talent et c'est vraiment un artiste exceptionnel. Après, vivre avec lui tous les jours, c'est aussi
quelque chose de passionnant parce que c'est toujours différent. Et puis j'en découvre toujours plus sur ses talents et il m'impressionne à chaque fois, quoi. L'art de la rue de Grégory sera 7 jours à l'abri dans cette galerie éphémère du 2 au 8 février prochain. L'exposition est ouverte dimanche et mercredi, donc de 14h à 19h, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Vous pouvez y aller de 11h à 14h et de 18h à 21h. Plus d'infos sur le Facebook de Me One Street. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo. Après la pluie, ce ne sera pas le beau temps, mais encore de la pluie et surtout du froid. Cécile Rich vous confirmera tout ça dans un instant. Lundi, dans le JT, on reviendra sur la comédie musicale La Révolte des Vignerons. 250 artistes sur scène. C'est un spectacle de l'association Chante et Danse la Champagne. Il a lieu ce week-end à l'Espace Argence. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous et à bientôt sur Canal 32.